Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1 dans l'actualité. Ce soir, le président du Parlement ivoirien est toujours en visite officielle en France. À Paris, Adama Bictogo a visité le musée du Quai Branly. La Pinacothèque recèle bien de trésors ancestraux africains, dont ceux de la Côte d'Ivoire, qui ont été visités par le chef du Parlement. La diplomatie ivoirienne s'enrichit d'une nouvelle relation. La Côte d'Ivoire et Sainte-Lucie viennent de signer à New York plusieurs accords d'établissement des relations diplomatiques. C'est la ministre Kandia Camara et son homologue de Sainte-Lucie, Alva Baptiste, qui ont barappé ces différents accords. Et puis, suspension ce samedi de la grève des contrôleurs aériens de la SECNA. Une suspension de la grève pour les 10 prochains jours qui ouvre la porte à la reprise du trafic aérien. L'implication personnelle du Premier ministre Patrick Kachi dans le dossier aura permis d'apaiser les tensions. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le musée du Quai Branly en France recevait vendredi un hôte de marque en la personne du président du Parlement ivoirien. Adama Bictogo est allé s'imprégner de l'état de conservation du tambour parleur Atchan qui s'y trouve. Il s'agit d'une œuvre qui sera bientôt restituée à la Côte d'Ivoire. Norella, notre envoyé spécial à Paris, Herman Guibé. Musée du Quai Branly à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, et sa délégation ont le rythme rapide. Au menu de la visite de travail et d'amitié qu'il effectue en France, une visite du musée du Quai Branly que l'on pourrait également qualifier de sanctuaire, tant l'endroit regorge de reliques, pièces traditionnelles et autres symboles de traditions africaines exposés au regard des curieux. Chacune de ces œuvres porte une histoire, l'histoire d'un peuple, d'une civilisation. Chaque œuvre d'art exposée à son pesant de mystère, des bijoux dorés aux amulettes marquées ou masques sacrés. Chacune de ces pièces semble parler. Seuls des initiés pourraient entendre et comprendre. L'histoire de chaque œuvre d'art est savamment expliquée au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à sa délégation dans les moindres détails. Au cœur de toute cette richesse culturelle repose le Djidji Ayokwe, le tambour-parleur ébrié, récupéré par l'administration coloniale en 1916. Cet objet du patrimoine culturel ivoirien doit bientôt être restitué à la Côte d'Ivoire. Très heureux de présenter le musée au président de l'Assemblée nationale qui n'avait pas encore eu la chance de le voir, à la fois dans sa composante de présentation. Également, on a fait un petit tour du plateau, en particulier de la zone Afrique. Et puis également, nous sommes allés en réserve dans la muséothèque pour voir le tambour qui fait l'objet de la demande. C'est vrai que nous avons découvert la richesse africaine au plan culturel, mais en même temps, ceci nous a permis de découvrir notre tambour qui fait l'objet donc d'une restitution. Mais il faut aussi dire que tout ceci dépend de la loi cadre qui va être votée parce que, comme vous le savez, lorsque les biens appartiennent à l'État, leur restitution relève donc d'une loi. Dans les visites que nous avons pu effectuer auprès donc, du Sénat et de l'Assemblée nationale de France, nous avons donc évoqué ce point. Ce tambour fait juste l'objet de procédures administratives, mais surtout est dans l'attente donc du vote de la loi. Mais nous souhaitons que le vote de la loi soit donc revisité à l'effet d'introduire plusieurs objets ivoiriens que nous attendons en Côte d'Ivoire. Le tambour-parleur est gigantesque si le temps et les agressions naturelles semblent avoir déjà eu raison de certains pans du tambour. Il garde cependant toute sa majesté. Je vous le disais il y a quelques instants, la Côte d'Ivoire et l'État insulaire de Sainte-Lucie se rapprochent. Les deux nations viennent de signer un engagement à œuvrer de concert. La cérémonie s'est déroulée à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à New York. Plus de détails avec Michel Digré. Indépendant depuis 1979, l'État de Sainte-Lucie écrit les premières pages de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Et c'est son ministre des Affaires étrangères, Alva Baptiste, qui a paraphé les documents qui établissent les relations diplomatiques entre les deux pays. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, la ministre Kandia Camara
a salué cet acte qui ouvre la porte à une coopération bilatérale fructueuse entre deux pays et deux peuples qui ont des similitudes sur le plan social et culturel. Située sur le bord oriental de la mer des Caraïbes, Sainte-Lucie fait partie des îles du Vent. Après cette cérémonie de signature, la ministre Kandia Camara a pris part à la réunion ministérielle des États africains qui ont en partage l'Atlantique. Face aux menaces terroristes, à la piraterie maritime, aux crimes transnationaux, ces pays ont décidé de fédérer leurs énergies. Si nous voulons régler ces problèmes, chaque pays doit prendre des initiatives. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, comme tout le monde le sait, pour matérialiser nos engagements, nous abritons aujourd'hui les sièges du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, CRESMAO, et nous avons créé une académie internationale de lutte contre le terrorisme, une académie au service de toute l'Afrique. Les défis sont réels, nous les vivons présentement, et c'est maintenant que nous devons prendre des décisions si nous voulons très rapidement trouver des solutions. Il a été également décidé d'arrêter au plus tôt la liste du secrétariat permanent afin de proposer très rapidement un plan d'action et un chronogramme d'exécution. Et ici, en Côte d'Ivoire, les compositions du concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle ont démarré ce samedi et se tiennent sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre Kofi Nguessan qui a procédé ce matin au lancement officiel des différents concours. Ce sont au total 63 centres, dont 16 à Abidjan et 47 à l'intérieur du pays qui accueillent les candidats. Serge Pakom-Didi, Abou Sanogo. Ils sont au total 21 319 candidats sur l'ensemble du territoire national qui composent depuis ce samedi pour la session 2022 du concours d'entrée dans les structures publiques de la formation professionnelle. Ces candidats sont répartis en fonction de leur niveau d'études dans différents domaines. Certificat d'aptitude professionnelle, CAP, brevet de technicien industriel et tertiaire, BT, BTS et année préparatoire au BTS. Les compositions ont débuté par l'épreuve de français. Je suis venue ici pour composer en BTS tertiaire. Les épreuves sont accessibles. C'est plutôt simple. N'importe qui peut bien comprendre. Je compose en BTS tertiaire. Précisément, je fais la filière logistique. Les épreuves sont abordables. J'attends un bon résultat. Je suis candidate pour concours CAP. On étudie, donc on trouve que les épreuves sont bonnes. Donc je souhaite bonne chance à tous les candidats. Les mathématiques et l'anglais sont les autres épreuves du concours. Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'est rendu dans le centre de bureautique de communication et de gestion de Cocody, CBCG, pour le lancement officiel du concours. Nous allons recruter le maximum possible de candidats pour les former dans de bonnes conditions et faire en sorte que notre pays puisse avoir des ouvriers qualifiés pour son secteur industriel, pour tous les secteurs aujourd'hui qui sont en vogue et qui marchent très très bien. C'est de rassurer les candidats, les choix qu'ils ont opérés eux-mêmes seront relativement respectés en fonction des quotas et du nombre de places disponibles dans nos centres de formation et dans nos lycées professionnels. Ce sont 16 centres dans la ville d'Abidjan et 47 à l'intérieur du pays qui accueillent les candidats au nombre de 7 268 pour les jeunes filles et 14 051 pour les jeunes gens. C'est le lundi 3 octobre prochain que les résultats seront connus. Et sur un tout autre plan, les aéroports de 17 États membres de l'ASECNA vont pouvoir reprendre du service. Le mot d'ordre de grève a été suspendu ce samedi 24 septembre par les contrôleurs aériens. Les syndicats disent vouloir donner une chance aux négociations. On retrouve encore une fois Abou Sanogo. Considérant l'implication personnelle de son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre, sur instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait la promesse ferme de porter les préoccupations de contrôleurs aériens au niveau convient. Considérant la séance de négociation entre le secrétaire général exécutif de l'USICA, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA, le ministre des Transports du Sénégal et monsieur le directeur général de l'ASECNA et les conclusions qui en ont résulté, ainsi que l'engagement de certaines autorités des différents pays membres de l'ASECNA, considérant l'ampleur de l'impact du mouvement de grève en cours sur l'économie de nos États et les activités des usagers de l'air
désorientés par des communiqués trompeurs. Vu le niveau de responsabilité qui a toujours caractérisé le corps des contrôleurs de la circulation aérienne, le bureau exécutif de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA salue la mobilisation historique des contrôleurs aériens dans tous les centres de contrôle de l'ASECNA pour la défense de leurs intérêts et la réhabilitation du prestige et de la noblesse de leur métier. Décide. Le préavis de grève est réactivé le 20 septembre 2022 et suspendu pour une durée de 10 jours à compter de ce jour samedi 24 septembre 2022. Les services de la circulation aérienne seront fournis dans tous les espaces aériens et aéroports gérés par l'ASECNA à compter de ce jour samedi 24 septembre 2022 à 12h temps universel. Cette nouvelle suspension est consentie par le contrôleur aérien de l'ASECNA, donner une fois de plus une chance au dialogue en vue de la satisfaction de leur plateforme revendicative en 8 points. Il y a quelques jours, la modernisation de la filière karité et sa compétitivité sur le marché international étaient au centre d'une rencontre dans la cité du Poro. La rencontre qui s'est tenue à l'initiative de la primature a permis aux différents acteurs de soulever les problèmes de la filière et d'entrevoir des solutions pour la valorisation du karité. On en parle avec Ami Sissoko. Ils sont venus de Boundiali, Katiola, Tortière et de bien d'autres localités de la Côte d'Ivoire à Korogo à l'invitation du PC7, le projet des chaînes de valeur pour l'emploi et la transformation économique. Eux, ce sont les acteurs du karité. La rencontre de Korogo qui a eu lieu les 21 et 22 septembre 2022 était un atelier visant à restituer les conclusions d'une mission conduite par le PC7 entre avril et août 2022 auprès des acteurs pour faire l'état des lieux de la filière et mettre en place des solutions pour son développement. On a une chaîne de valeur du karité en Côte d'Ivoire qui est au niveau de la transformation dominée par des usines qui sont artisanales ou semi-artisanales. Donc l'objectif c'est d'appuyer les femmes qui travaillent dans ces usines pour rendre les conditions de travail un peu plus agréables et moins dures, mais aussi et surtout de voir dans la mesure du possible d'avoir des unités de transformation industrielle modernes et qui peuvent réellement tirer toute la chaîne de valeur avec la valorisation de tous les produits. Avec 250 000 tonnes produites par an, la Côte d'Ivoire est 5e productrice mondiale du beurre de karité. Malgré ce rang, la filière karité, principalement animée par les femmes, évolue encore dans l'informel et doit faire face à de nombreux défis. Cette mission du PC7 et les perspectives qu'elle ouvre est donc pour les 150 000 principales actrices de la filière un véritable soulagement. Nous espérons que cette initiative va aboutir à de belles réformes qui vont permettre à nos mamans d'améliorer leurs conditions de vie. C'est une bonne chose que le président veut nous aider. En tout cas, vraiment, il voit dans nos souffrances de ce qui se passe. C'est vrai qu'il n'est pas sur le terrain, mais au moins il sait la souffrance des femmes. Financé à hauteur de 109 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, avec les 21 milliards de francs CFA qui lui sont consacrés, le karité ivoirien devrait d'ici 2028 être plus compétitif sur le marché international. On parle maintenant de santé avec plusieurs enfants atteints de sténose caustique de l'œsophage qui viennent de subir des interventions chirurgicales. Les interventions actuellement en cours constituent la 6e mission initiée conjointement par une ONG française et l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Il est bon de rappeler que depuis 2020, au moins 85 enfants en ont bénéficié. On en parle avec Mahama Traoré. 21 enfants sont pris en charge pour cette 6e mission des sténoses caustiques de l'œsophage. Tour à tour, ils subissent des interventions chirurgicales, des opérations censées réparer leur œsophage endommagé suite à l'ingestion accidentelle de produits corrosifs. Dans les chambres des enfants déjà sortis des blocs opératoires, il y a comme un air de soulagement. En tout cas, nous sommes dans la joie, nous les mamans, parce que tous les enfants qui sont passés au bloc, en tout cas, tout le monde est sorti sain et sauf, sans problème, sans difficulté. En tout cas, nous les disons vraiment merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Ça fait 3 jours aujourd'hui qu'ils ont fait la dilatation. Ça va mieux par la grâce de Dieu, ça va. Les cas traités dans le cadre de cette mission le sont gratuitement grâce à un partenariat humanitaire entre l'ONG française La Chaîne de l'Espoir et l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Depuis 3 ans, les deux entités ont pu ainsi traiter 85 enfants victimes de sténose caustique,
Pour l'hôpital créé par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, c'est un défi relevé. Nous pouvons dire que le bilan est plus que positif pour nous. Sur les 85 patients qui ont été opérés, nous avons 100% de réussite. Aujourd'hui, nos chirurgiens arrivent à opérer seuls ces patients. Donc, ça veut dire que nous avons eu un bon transfert de compétences. Ce programme-là, normalement, est une durée de 3 ans, donc il se termine là en décembre 2022. Nous avons prévu de faire une phase 2 qui va prendre la suite de ce projet. Dans le cadre de ce projet-là, nous visons 120 enfants qui sont pris en charge de manière médicale. Mais attention, ces 120 enfants répartis entre la Côte d'Ivoire et le Mali, donc théoriquement 60-60. Lutter contre la sténose caustique, c'est aussi la prévenir en sensibilisant, surtout sur l'usage des produits corrosifs par les artisans et les ménages. Voici ce que préconise la Croix-Rouge à cet effet. On demande aux parents de ranger ces produits-là hors de portée des enfants, de mettre dans un endroit où les enfants n'auront pas accès et de ne pas transvaser dans des récipients qu'on utilise souvent pour l'alimentation en fait. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 24 septembre 6 nouveaux cas de Covid-19 sur 434 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 24 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 129 cas confirmés, dont 86 253 personnes guéries, 823 décès et 53 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 625 568. Le 23 septembre, 10 104 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 717 529 doses du 1er mars 2021 au 23 septembre 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Politique maintenant, le renouvellement du bureau de la commission locale de la CEI des régions de l'Indénié, du Ablan, du Moronou et de l'Ifou est effectif. Après Abangourou, Émile Ebrotier s'est également rendu à Daoukro, à Bongouanou, pour procéder également au renouvellement des membres du bureau de la commission locale de la CEI de ces dernières régions citées. Le compte-rendu d'Hermana Niamia. Le secrétaire départemental RHDP de Ogoudou et Chiepo dans la sous-préfecture de Divo en tournée de remobilisation à Blé et à Hermankono-Garo. Après les départements de Bétier et d'Anibile-Kourou, le superviseur de la commission électorale indépendante CEI pour les régions de l'Indéné-Guablin, du Moronou et de l'Ifou est à Abengourou pour le renouvellement du bureau de la commission locale de cette institution. La CEI prépare ainsi les échéances électorales à venir. La commission centrale qui est composée de 16 membres, et cette commission centrale-là connaît ce démembrement dans les régions, les communes et les sous-préfectures. Et à cet effet, nous installons des commissions et ils élisent un bureau. Et ce sont eux qui sont chargés d'organiser les élections dans leur localité. À l'issue de cette élection des membres de la commission locale qui a enregistré des représentants des différents partis politiques significatifs du pays, le porte-parole de la CEI s'est dit satisfait du climat qui a prévalu. Ce qui a prévalu, c'est le climat de paix, de cohésion, et c'est ce que nous souhaitons aussi bien pour les élections que nous allons faire dans les autres villes, mais aussi bien au niveau des élections au niveau national. Après la région de l'Indéné-Guablin, le premier secrétaire permanent adjoint de la CEI s'est rendu dans les régions de l'Ifou et du Moronou pour procéder également au renouvellement des commissions locales de ces régions. Les résultats de ces différents votes qui n'ont pas été communiqués sur place seront transmis à la commission centrale de la CEI à Abidjan. Politique toujours avec le secrétaire départemental RHDP d'Ogoudou Chiepo dans la sous-préfecture de Divo qui mobilise les militants. Ali Badra Konaté est en tournée dans les différentes sections. Il appelle à poursuivre l'implantation du parti. À vous, Sanogo.
Le secrétaire départemental RHDP de Ogoudou et Chiepo dans la sous-préfecture de Divo en tournée de remobilisation à Blé et à Hermankono Garo. Ali Badara Konate, conseiller économique et social, s'est entretenu avec les secrétaires de section de la zone de Ogoudou 2. Il les a invités à investir le terrain, puis s'est félicité des réalisations du président de la République Alassane Ouattara, président du RHDP. Et ensemble, nous nous sommes mis d'accord sur les stratégies pour mieux vendre le RHDP dans la zone de Ogoudou, afin que lors des élections locales de 2023, le RHDP puisse garder tous les postes que nous avons acquis. Autre étape, Hermankono Garo, où l'émissaire du RHDP a présidé une journée du vivre ensemble, organisée par la délégation RHDP de la zone d'Ogoudou 1. Une activité qui a connu un succès franc, eu égard à l'engouement et à la mobilisation. Ali Badara Konate a exhorté les participants à la cohésion et à la tolérance. C'est la finale du tournoi de la cohésion Amadou Gon Coulibaly, doté du trophée Alassane Ouattara, qui a opposé l'équipe de Hermankono Garo à celle de Kwame Kro, remportée par Hermankono Garo, suivie de la remise des kits scolaires aux enfants de familles vulnérables, qui a bouclé la tournée du secrétaire départemental RHDP de Ogoudou 2. La sphère politique ivoirienne enregistre la naissance d'un nouveau parti. Le colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique, en abrégé COPADA, entend œuvrer à la paix sur le continent. Plus de détails avec Éric Goré. Parés de leurs plus beaux bijoux et habillés en tenue traditionnelle africaine, les membres du colloque des peuples sur la démocratie en Afrique valorisent ainsi la culture africaine en ce jour de leur présentation officielle à la presse. Ce parti politique ivoirien entend s'investir dans la recherche de la paix sur tout le continent africain, avec l'aide de Dieu, selon le premier responsable, Kouadio Konan Siméon. Lui et son équipe sont déterminés et engagés à réussir cette mission en s'appuyant sur l'expérience de certains pays européens. Ils veulent côtoyer tous les chefs d'État africains. Nous avons estimé qu'il était bon donc de convoquer un colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique pour analyser, diagnostiquer et proposer la thérapie qui sauve. Désormais, le colloque des peuples sur la démocratie en Afrique, le COPADA, est sur la liste des partis politiques ivoiriens. Son credo, la paix en Afrique et en Côte d'Ivoire. Un mot de culture et de cinéma, notamment avec la 4e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc, qui s'est achevée ce samedi à Tanger. Projection de films, rencontres professionnelles et des perspectives de coproduction auront rythmé la semaine. Retour sur cette semaine ivoiro-marocaine avec notre envoyé spécial à Tanger, Serge Coléa. La semaine du film ivoirien au Maroc s'accorde bien avec le Festival national du film à Tanger. Réalisateurs et producteurs de Côte d'Ivoire et du Royaume chérifien trouvent l'opportunité de nouer des contacts à travers des rencontres professionnelles. Avec le Maroc, la coproduction est possible dans la mesure où nous pouvons créer des synergies par la mutualisation des compétences. Déjà, nous avons de très beaux scripts. Nous nous basons, nous les Ivoiriens, sur notre histoire, notre culture, et c'est ce que l'on veut porter. Au Maroc, ils ont aussi des valeurs que l'on partage, comme le sens de la famille et autres. Et ils ont aussi des techniciens, des personnes très bien formées qui peuvent être des supports pour la réalisation de ces films ivoiriens. Il est bien que nous puissions mutualiser nos compétences, il est bien que nous puissions découvrir l'expertise internationale. Moi, j'ai déjà bénéficié de cette expertise-là. Mon dernier projet a été entièrement monté et mixé ici. Il y a 3 points essentiels. Le premier, c'est de pouvoir effectivement mettre en œuvre tous les accords culturels et particulièrement cinématographiques. Le deuxième point, dans le cadre de cette connaissance mutuelle, il faudrait que des films ivoiriens arrivent de la Côte d'Ivoire et au Maroc et vice-versa. Et le point essentiel, on va constituer un comité qui puisse se pencher sur tous ces points-là et qu'on puisse les réaliser à la prochaine occasion de rencontre. La délégation, conduite par l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, envisage des possibilités de coproduction, d'échange d'expertise et d'expérience. Comme le dit notre ministre, Mme Rubart, nous voulons faire de la Côte d'Ivoire la terre de tous les tournages. Nous avons un fonds qui permet de booster la coproduction. Et c'est dans ce sens que nous avons dit qu'il faudrait que le Maroc et la Côte d'Ivoire aillent plus loin
dans leur collaboration. La semaine du film ivoirien au Maroc se tient du 18 au 24 septembre. Projection de films, rencontres avec les professionnels, échanges et masterclass avec les étudiants, meubles sur rendez-vous du cinéma ivoiro-marocain. Du sport, du football, avant de refermer cette page d'information, c'est la période des matchs amicaux et internationaux de la FIFA. Et ce soir, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dominé les éperviers du Togo à Rouen, en France. Les poulains de Jean-Louis Gasset se sont imposés sur le score de 2-1. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Ressot. 4 ans après leur dernière confrontation soldée par un match nul 2-2, les éléphants de Côte d'Ivoire et les éperviers du Togo se retrouvent à nouveau pour le compte des matchs amicaux. Une rencontre globalement dominée par les pachydermes qui ne se montrent pas pour autant dangereux, à l'image de la tentative de Seko Fofana. Puis, c'est au tour de Wilfried Zaha de se mettre en évidence, mais son centre ne trouve pas de preneur. 0-0 à la mi-temps. La pause est salutaire pour les poulains de Jean-Louis Gasset qui reviennent galvanisés. Très en vue dans ce match, Seko Fofana profite d'un bon service de Jean-Philippe Bamet pour montrer la voie du succès. L'affaire est bien embarquée pour les éléphants qui ne laissent pas retomber la pression et sont récompensés par un pénalty, transformé par Franck Kessié, le spécialiste dans cet exercice. À 2-0, les coéquipiers de Franck Kessié croient tenir la victoire, mais se font surprendre avec la réduction du score signé Karim Derman. 2-1, score final. La Côte d'Ivoire s'est fait peur, mais s'en sort avec le gain du match en attendant le prochain match amical face à la Guinée, prévu ce mardi 27 septembre à Amiens. Et voilà, ce journal est terminé. Mettez le réveil à 6h30 parce que l'info revient demain matin. Bonsoir et bonne nuit.